Mes chers amis, bien le bonjour. Aujourd'hui nous sommes dans le département de l'Aisne et nous allons revivre ensemble une des batailles les plus sanglantes et emblématiques de la Première Guerre mondiale, le chemin des Dames. En 1917, après 3 ans de conflit, la Première Guerre mondiale a déjà fait des millions de morts. La bataille de la Somme, terminée en novembre 1916, laisse à elle seule près de 450 000 morts et plus de 600 000 blessés dans les deux camps. Les hommes sont épuisés par la longueur du conflit, le moral est au plus bas. Le général Joffre est remplacé par le général Robert Nivelle, qui veut poursuivre ses plans et organiser une attaque conjointe avec les Britanniques sur les forces allemandes. Si l'offensive est prévue pour la fin du mois de février, elle doit être reportée pour diverses raisons et la décision est prise d'attaquer sur 2 fronts à la fois. Les Britanniques s'occupent du secteur d'Arras et les Français se concentrent eux sur le chemin des Dames. L'offensive Nivelle est en marche. L'objectif est simple, finir la guerre une bonne fois pour toutes en frappant vite et fort l'ennemi. 1 million d'hommes, 600 000 canons et leurs obus sont mobilisés pour déloger les forces du général Heinrich Ludendorff. Une véritable marée de soldats prêts à en découdre pour mettre un terme à cette dramatique situation. Mais les Allemands ne comptent pas se laisser faire, et les multiples reports de l'offensive permettent aux renseignements de l'Empire allemand de dévoiler les plans français. Ludendorff met alors en place l'opération Alberich. Du 15 au 19 mars 1917, ses troupes battent soigneusement en retraite jusqu'au plateau de Craonne afin de réduire la ligne de front à seulement 70 km. Ces nouvelles positions défensives sont renforcées, tandis que dans leur retrait, les Allemands brûlent les maisons, font sauter les routes, minent les champs et tarissent les sources d'eau, obligeant les Français non seulement à se rapprocher à la hâte de la nouvelle ligne de front, perdant au passage leurs infrastructures de soutien, mais aussi à progresser difficilement dans ce paysage de mort. Cependant, le général Nivelle se veut rassurant. Non seulement Craonne sera reprise, mais l'attaque ne durera que 2 ou 3 jours maximum, permettant de rejoindre Laon, le QG de la 7e armée allemande, et de repousser l'ennemi toujours plus loin hors des frontières. Le 16 avril 1917, les hommes sont réveillés à 3h30 du matin afin de préparer la première vague d'assaut. À 6h, les sifflets sonnent, la bataille du chemin des Dames est lancée. Paul Clairefeuille, qui fait partie de la seconde vague d'assaut, raconte. Ça et là, épars, des morts et des mourants. Nous passons près du capitaine Renard, tué il y a 10 minutes. Le ciel s'assombrit et la neige tombe en gros flocons comme en décembre. Enfin, après 1000 péripéties, nous arrivons à cette fameuse crête. Nous avons laissé de nombreux morts et blessés en route. Moi qui ai entendu parler du plan, je sais qu'à cette heure nous devrions déjà avoir passé Craonne et être dans la vallée de l'Ailette. Je dis aux camarades, ça ne va pas. C'était vrai. Je suis actuellement sur un site que l'on appelle la tranchée du balcon. C'est un endroit stratégique tenu par les Allemands que les soldats français vont devoir reprendre lors de cette première offensive du chemin des Dames. Une position en surplomb qui va entraîner de très nombreuses pertes puisque les soldats français vont devoir gravir cette pente très abrupte et seront cueillis par des mitrailleuses qui étaient postées ici tous les 5 à 10 mètres. Des mitrailleuses qui seront mises par les soldats allemands dans des cachettes comme celle-ci lors des bombardements pour les protéger des obus afin de conserver leur puissance de feu. Quand on parle d'obus durant la Première Guerre mondiale, concrètement, qu'est-ce que ça signifie ? Ici, on est sur le chemin des Dames. Le chemin des Dames, ça fait à peu près 30 km de long, et sur ces 30 km, c'est près de 50 millions d'obus qui se sont abattus ici. C'est juste incroyable, et il suffit de se baisser, en 30 secondes, on trouve un nombre incroyable de vestiges, comme ce petit éclat d'obus. Il faut savoir qu'un obus, ça peut se scinder en près de 800 éclats comme ceci, des éclats brûlants, de fer brûlant, qui vont être projetés à près de 2500 km à l'heure et qui vont tout déchiqueter sur leur passage. Vous imaginez un petit peu ce climat de mort qui devait régner. En tout cas, quand on tient ce genre de petit éclat, qui a l'air de rien du tout, je peux vous dire que on pèse un petit peu toute l'ambiance, toute l'histoire et toute la tristesse vraiment qui devait habiter ces tranchées. Partout où les hommes posent les yeux, c'est la mort qui les attend. L'artillerie française, qui était censée détruire les fortifications allemandes, n'a fait que les égratigner, si bien que les défenses allemandes sont toutes opérationnelles quand les poilus se jettent dans la gueule du loup. L'ennemi est équipé de mitrailleuses, protégé dans des abris bétonnés, il est en surplomb, dominant le champ de bataille et saisissant les moindres déplacements des troupes françaises. Un réseau de galeries permet même aux Allemands de prendre certaines troupes à revers, comme celle des tirailleurs sénégalais qui subiront de lourdes pertes après avoir été pris par surprise à la ferme d'Ortebise.
À ce moment-là, le général Nivelle compte sur les tanks pour percer le front ennemi. Le commandant Bossu et ses 128 chars vient alors en soutien de la 5e armée du général Mazel dans ce qui restera la première attaque massive de tel engin dans l'histoire. Cependant, les chars français, des Schneider, pèsent 13 tonnes et ils ne roulent qu'à 5 km/h sur un terrain plat, 3 km/h au mieux sur terrain accidenté, ce qui en fait des cibles faciles. Ils sont équipés de 2 mitrailleuses pouvant tirer à 500 mètres et d'un canon de 75 d'une portée de 200 mètres. Les Allemands, eux, utilisent des canons de 77 qui peuvent toucher une cible à plus d'1 kilomètre afin de pilonner les tanks. Le commandant Bossu est tué dans son habitacle, les blindés se déplacent de façon chaotique pour éviter les bombes, incapables de riposter, la technologie n'étant pas encore tout à fait au point, près d'un quart des engins tombent en panne au milieu du champ de bataille et le reste a du mal à se frayer un chemin parmi les tranchées, larges de 5 mètres, qu'ont creusé les Allemands. Le 154e régiment d'infanterie est obligé d'aménager un passage pour les véhicules sous le feu de l'ennemi. C'est un carnage et la grande majorité des tanks sont perdus au combat. Dès les premiers jours, les pertes sont immenses. C'est près de 40 000 blessés qui affluent vers l'arrière des lignes, les hôpitaux et les camps sanitaires. Les services sont complètement débordés, ils ne peuvent garantir un accès aux soins à tous, et pire que ça, l'évacuation des blessés encore sur le champ de bataille est extrêmement ralentie. La confusion est telle que des blessés légers sont évacués en premier alors que les blessés graves attendent parfois 3 jours avant d'être transportés en train vers Paris, quand ces derniers ne se trompent pas de direction. Plus incroyable encore, l'afflux de blessés est si dense qu'on les stocke où l'on peut, même là où ils ne sont pas censés être, et que parfois on les oublie. C'est le cas de l'hôpital d'opération et d'évacuation de Prouilly qui, écrasé par la charge de travail, laisse sans le savoir des soldats sans soins pendant plusieurs jours alors qu'ils avaient été placés dans une baraque. Un cas qui n'est pas unique, puisque sur le front, même quand on sait où sont les blessés, la logistique ne suit pas, et les hommes meurent dans l'attente de soins qui ne viendront jamais. Xavier Sheila, du 8e cuirassier, rapporte ainsi. Certains de nos blessés durent rester 48 heures sur la berge du canal, sous la pluie, le froid et les obus. Un grand nombre y succombèrent, faute d'avoir été soignés en temps utile. D'autres, comme le soldat René Munier, du 171e régiment d'infanterie, qui est blessé un peu plus tard, sont laissés de nombreuses heures sur le champ de bataille. Je restai donc là, seul avec ce moribond qui ne tarda pas à rendre son dernier soupir. Je fus seul encore pendant des heures. J'avais été blessé à 10 heures environ la veille au matin et il était alors 3 heures de l'après-midi. Ce qui faisait donc 30 heures que je passais sur ce champ de bataille avec un nouvel éclat d'obus à la jambe droite. Le 25 avril, le général Nivelle doit se rendre à l'évidence. L'offensive est un échec. Non seulement les Allemands ont réussi à remonter sur le plateau, toujours en place, mais les avancées sont très peu nombreuses et les pertes très importantes. D'ailleurs, l'offensive est tellement violente qu'il ne reste absolument plus rien. Et aujourd'hui, je me trouve au milieu de ce qui jadis était le village de Craonne. Le 4 mai, le général Nivelle programme une nouvelle attaque. Et dès le lendemain, les troupes remontent péniblement à l'assaut. La progression est extrêmement lente et certains régiments, comme le 34e régiment d'infanterie, mettent près de 36 heures pour avancer de 200 mètres à peine. Le moral est au plus bas et si les poilus arrivent à poser le pied sur le plateau, l'offensive est suspendue 3 jours plus tard. En 15 jours d'offensive, les gains de territoire ont été minces pour un bilan humain très lourd. Près de 18 000 morts, plus de 30 000 selon certaines sources, 20 000 disparus et 65 000 blessés. Nivelle est totalement désavoué. Lui qui pensait repousser les Allemands en 48 heures s'enlise dans une nouvelle bataille meurtrière. Il est remercié le 15 mai 1917 et le général Philippe Pétain prend sa place en tant que commandant en chef de l'armée française afin de mener les troupes à la victoire. Cependant, il se confronte bien vite à des difficultés parmi les rangs français. Bonjour Marjorie. Bonjour Benjamin. Alors dis-moi, après cet échec du 16 avril, dans quel état d'esprit se trouvent les soldats finalement ? Après cette période et cette offensive Nivelle, au printemps 1917, sur le chemin des Dames, où on avait promis de relancer la guerre de mouvement et même d'arrêter la guerre, il y avait un tel espoir que cet échec monumental, incommensurable, a entraîné une vague d'indiscipline. C'était du jamais vu. Le désespoir a été à la hauteur du succès que l'on avait annoncé. Ce sont des civils, donc à partir du moment où ils prennent l'uniforme, ils ont des devoirs, certes, mais ils ont des droits aussi. Et il y a bien évidemment à l'arrière, les femmes qui vont reprendre le travail des hommes, qui vont travailler dans les usines de couture. Et c'est vrai qu'au printemps 1917, et notamment à partir du début du mois de mai, il y aura des grèves à l'arrière. Et ceci est très connu, donc
sur le front par les hommes qui combattent. Ça devient insupportable pour eux de se dire que ces femmes sont épuisées également, n'en peuvent plus. Et puis il y a tout un contexte mondial avec notamment la révolution russe en février 1917. Donc il y a plein de choses en fait combinées qui vont faire que les choses s'accélèrent et s'accélèrent à une vitesse foudroyante. Et les contestations ont même lieu à l'arrière, très très loin dans des villes de province. Et ça va devenir de plus en plus difficile à maîtriser. Les hommes refusent concrètement de remonter dans les camions, de repartir à l'assaut. Donc c'est un refus considéré comme un refus d'obéissance. La grande crainte, c'est que les Allemands profitent de cette situation pour attaquer, pour mener une offensive. Donc c'est absolument indispensable de reprendre la main et ce sera le travail finalement de Pétain qui reprend le commandement des armées françaises. L'idée principale, c'est de redurcir la justice militaire pour un acte de désobéissance, d'indiscipline. Le général Pétain lui-même pourra ordonner, sans en référer au président de la République, ordonner une exécution d'un mutin. Et alors du coup, il y a quand même un symbole qui s'est développé autour de ces mutineries et qui est parvenu jusqu'à nos jours, c'est quand même la chanson de Craonne. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la création de cette chanson ? Dans les foyers, on chantait, on aimait chanter sous les ponts de Paris, le temps des cerises. On chantera sur ces airs et parfois on composera des paroles. Et comme ce fut le cas notamment à Lorette en 1915 sur cet air de Bonsoir Mamour. À Vaux, au Fort de Vaux en 1916, à Verdun, on va écrire, des hommes vont écrire d'autres paroles sur ce même air à la mode. Elle va devenir tout un symbole parce qu'elle dit tout. Elle dit tout sur l'état d'esprit et sur l'âme meurtrie de tous ces hommes. La fin de ces mutineries permet une reprise de l'offensive à partir du 25 juin. Pétain lance alors ses hommes dans la caverne du Dragon, une ancienne carrière transformée en caserne par les Allemands et dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Depuis 1915, cette caverne permet aux soldats de l'Empire allemand de bénéficier d'une relative sécurité, à l'abri des bombardements, en plus de couvrir un large territoire leur offrant 9 sorties vers 9 positions différentes afin de prendre les Français par surprise. Les tunnels ont véritablement été aménagés pour la vie avec des dortoirs, un poste de secours, une chapelle, un puits et un cimetière. Même l'électricité est installée. Très tôt le matin, les troupes françaises introduisent du gaz dans les tunnels afin de venir à bout des Allemands. Mais ces derniers ont équipé les galeries d'un système de ventilation qui empêche le gaz de se répandre dans l'infrastructure. Après avoir bombardé la caverne pendant près de 3 heures, les forces françaises finissent par sortir de leurs tranchées vers 18h afin de s'emparer des tunnels. Une véritable bataille souterraine, à 14 mètres sous le sol, s'engage alors. Des lance-flammes sont déployées et quelques heures plus tard, la caverne du Dragon tombe aux mains des Français. Si la caverne du Dragon est reprise très rapidement aux Allemands, elle est intéressante à étudier car témoin d'une autre réalité de la guerre, beaucoup moins connue, celle des affrontements sous terre, dans les différentes carrières du chemin des dames, tout aussi violents mais beaucoup moins connus que les combats de tranchées durant la Première Guerre mondiale. Après des mois d'affrontements, le général Pétain lance une offensive sur le fort de la Malmaison à partir du 17 octobre 1917. L'objectif est de reprendre la crête du chemin des dames qui en contrôle l'accès. Pétain ne veut rien laisser au hasard, il sait qu'il n'a pas le droit à l'erreur. Près de 1800 pièces d'artillerie sont déplacées et réparties sur 12 km afin de pilonner pendant 5 jours les positions allemandes. Un peu moins de 3 millions d'obus sont lâchés sur la Malmaison pendant ces 5 jours. Des obus explosifs, mais aussi du gaz qui sature tellement l'air que les soldats allemands ne peuvent plus retirer leurs masques, les empêchant de se nourrir. À partir du 23 octobre, les soldats français progressent, protégés par les mêmes tanks Schneider et les nouveaux tanks Saint-Chamond, beaucoup mieux équipés, qui avaient fait défaut précédemment. L'opération est une victoire qui permet de mettre fin à la bataille du chemin des dames, mais elle ne permet pas pour autant d'acquérir une position de domination sur l'adversaire allemand qui est toujours bien présent et assez dangereux. La prise de la Malmaison permet donc de remonter le moral aux troupes qui depuis des mois étaient bloquées et n'avaient pas progressé sur le front. Mais malgré tout, le chemin des dames reste un échec cuisant car les objectifs n'ont pas été atteints.
Voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce vers le haut et à commenter la vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé. Si vous n'êtes pas abonné, eh bien un petit clic suffit pour ne pas louper les prochaines vidéos et je vous invite très fortement à aller faire un tour dans la description pour en savoir plus sur les lieux qu'on a pu visiter durant le tournage et sur les sources que j'ai utilisées pour réaliser cette vidéo. Je voulais remercier particulièrement le département de l'Aisne pour ce super partenariat et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!